Suivi diététique pour perdre ses kilos. Nature House, plus de 25 ans d'expérience dans la perte de poids. Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Alors on vous a réservé le meilleur. Notre invité fil rouge, c'est Charles Tarot, régisseur de cinéma. Il a créé, voilà 18 ans, Cœur en Cœur, un concert au profit des Restos du Cœur qui aura lieu ce soir, samedi et dimanche au théâtre de la ville de Saint-Malo. Ce sera l'occasion de parler de solidarité avec lui. Nous prendrons l'air également en compagnie de Sylvie Denis qui se trouve au Reux, près de Rennes. Bonjour Sylvie, alors qu'allons-nous découvrir en votre compagnie? Oh, vous êtes mignonne comme ça. Je suis un peu déguisée en marionnette, là, les petits personnages avec lesquels jouent les enfants, qu'on peut retrouver d'ailleurs derrière moi, parce que de quoi on va parler ce matin? On va parler de tri sélectif. Vous le savez, on produit de plus en plus de déchets, on cherche des solutions. Le tri sélectif en est une, et on est effectivement à l'usine Paprec, qui est au Reux et qui gère les déchets sélectifs de 420 000 habitants de Rennes Métropole. On va voir comment ça marche, et ce qui marche ici, ça marche partout en France. Vous allez voir, c'est passionnant, on est en pointe. Faites attention à vous, il y a une grosse machine derrière. Merci, à tout à l'heure. Au menu également ce matin, des algues avec la société Algopac. Nous la découvrirons en compagnie de Xavier Le Métayer, son responsable de production. Autre thématique, il est généreux dans l'âme. Lui aussi, c'est l'ami Maël Le Guénet qui nous présentera une chronique en breton sur les mots et expressions autour du don. Et puis, elle donne beaucoup chaque semaine dans le ticket culturel. C'est Sabine-Marie Murgue. Elle fera un zoom sur le musée de Pont-Aven qui ouvre à nouveau ses portes le 2 février prochain avec une collection permanente intitulée Pont-Aven, berceau de la modernité, enrichi d'œuvres de la collection personnelle d'Alexandre Mouradian. Ce collectionneur philanthrope, féru d'histoire de l'art, s'associe au musée en prêtant 22 œuvres dédiées aux amis de Gauguin. Voilà pour le menu du jour. Bonjour à tous. Bonjour Charles Tarot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes malouin d'origine. Régisseur de cinéma depuis plus de 10 ans. Vous n'avez jamais lâché l'initiative solidaire que vous aviez lancée étant étudiant. C'est assez joli comme histoire, hein. On avait envie, nous, d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, je vous propose d'abord de tirer un premier petit papier. On va mieux vous connaître, parce que c'est ça l'idée. Alors, piano. Piano. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, piano. J'ai démarré le piano quand j'avais 8 ans, avec ma grand-mère. Et je me rappelle, j'allais chez elle le mercredi après-midi. Et elle me donnait mes premiers cours de piano. Et après, du coup, je n'ai jamais arrêté. Et avec tout ça, avec les études de piano que j'ai pu faire, j'ai rencontré des musiciens à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Et puis, voilà, je me suis créé un petit réseau de musiciens. Sur Saint-Malo. Sur Saint-Malo, exactement. Alors, je vous propose de dire un deuxième petit papier, mais là, du coup, je l'ai déjà dévoilé. Saint-Malo, pourquoi cet attachement, en fait, à cette ville? Je sais que vous êtes vraiment malouin de cœur. Pour vous, c'est essentiel. Vraiment malouin, et puis... pure souche à Intramuros, c'est-à-dire que ça en parlera à certains. Voilà. Ah bon, parce qu'il y a les Intramuros et les Extramuros, voilà, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a Intramuros et puis il y a l'extérieur d'Intramuros, et il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, mais après chacun son choix. Et qu'est-ce que vous aimez, vous, dans l'Intramuros? Moi, déjà, je suis pas né dans Intramuros, je suis né à l'hôpital, hein, comme tout le monde, mais en gros, moi, j'ai grandi à Intramuros. J'ai découvert tous les recoins de la ville, tous les recoins dans lesquels on n'avait pas le droit d'aller. J'ai fait mes études dans Intramuros, je suis allé à l'école, je suis allé au lycée à la Providence, l'institution à Intramuros. Bon, voilà, et c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Et même si après je suis parti habiter une dizaine d'années à Paris pour mon travail, j'ai repris ma résidence principale à Intramuros parce que c'est là que je me sens bien, où voilà, je peux être détendu. Voilà. Alors, vous qui connaissez si bien Saint-Malo, est-ce que vous connaissez également l'île de Sésambre? J'imagine, pour un malouin quand même. Très, très, vous la connaissez bien? Oui. Bon, alors écoutez, tout le monde ne la connaît pas aussi bien que vous. Donc, je vous propose d'aller humer un petit peu d'Ariodé en ce début d'émission avec l'île de Sésambre. Justement, c'est un reportage de Gilles Le Morvan et Jean-Michel Piron. On va prendre un bon bol d'air. Sésambre, au petit matin, en face de Saint-Malo. Si vous rêvez de couper les ponts et que vous êtes un lève-tôt, vous pouvez trouver là votre bonheur.
C'est pas loin du continent, quoi, de la Terre. Mais en même temps, c'est un dépaysement total. On a l'impression d'être, je sais pas, à l'autre bout du monde, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment une île qui est jolie, avec un sable fin, une mer turquoise. Et on aime la tranquillité. Certains s'offrent une escapade chaque été. Lui est là depuis 25 ans. Franck Mélier est un naufragé volontaire. Avec une âme de Robinson, de l'huile de coude et le sens des affaires, il a fait de l'ancien bistrot d'après-guerre un établissement solidement réputé. Alors effectivement, de se dire un jour, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et tout est compliqué, il faut tout construire, des cuisines, changer des vitres. Mais bon, c'était le challenge. Là-dessus, l'armée m'a fait confiance quelques années, la Marine nationale, et finalement, on a pérennisé le fait que je sois là, sinon ce serait une ruine, il n'y aurait rien du tout. Et l'île serait, je n'explique même pas. Franck parle de la marine, de l'armée. Ces Ambres, on l'a compris, n'est pas qu'un coin de paradis, qu'un terrain de jeu. Ici, 90% de l'île reste encore interdite au public. Pour passer le grillage, il faut être goéland ou démineur. Encore un éclat. Encore un éclat. Éclat d'obus. Ces Ambres, ce fut donc aussi l'enfer. En août 1944, au lendemain du débarquement, les nazis en font une poche de résistance sur la route des Alliés de la Libération. Alors pendant 3 semaines, les Américains, les Anglais vont pilonner la garnison allemande, quasi 20 000 impacts de bombes jusqu'à la capitulation. D'un seul coup, c'est devenu l'endroit le plus bombardé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Premiers essais, napalm, phosphore, le canon fondu là-haut. Il faut imaginer que c'est monté à 2000 degrés. Alors ça, oui. Ça, là, il y a un côté oppressant. On sent le poids de l'histoire. Depuis la guerre, le site appartenait au ministère de la Défense. Mais comme l'endroit n'était plus stratégique, l'armée n'en avait plus l'utilité. Alors désormais sécurisé, un long sentier vient d'être déminé, eh bien l'île va revenir dans le civil. C'est le conservatoire du littoral qui va prendre la main. Les cormorans huppés et les pingouins tordas avaient devancé l'appel. Ils ont fait de ces Ambres leur quartier général. Pendant 60 ans, ce site n'a pas été fréquenté par le public. Le ministère de la Défense, finalement, c'est un protecteur de la nature, puisque, en fait, il n'y a pas beaucoup de manœuvres sur ces sites. Et quand on nous les livre, ils ont été généralement bien préservés. Dans quelques mois, quand le sentier sera balisé, le public pourra donc s'aventurer plus haut que les criques et que la terrasse du restaurant. Là-haut, au milieu des fleurs, des oiseaux, des blocos, ces Ambres vous offrira en une balade un bol d'air, une leçon de choses, un cours d'histoire. En attendant, la plage au sud vous tend toujours les bras. Ici, pas besoin d'autorisation, juste un tout petit peu de volonté. De l'enfer au paradis, hein, effectivement. Est-ce que vous saviez des choses là déjà sur ces Ambres ? Je me souvenais que quand on était gamin, on allait donc sur l'île et on allait derrière justement, et on n'avait pas le droit d'aller dans ces endroits-là, donc on n'y allait pas. Mais je me rappelle qu'il y avait énormément de goélands avec tous les bébés goélands qui étaient là-bas, et ça, je m'en souviens très bien. Une belle réserve écologique. Alors et finalement, puisqu'on parle d'écologie, eh bien ça nous amène tout de suite directement à l'environnement. On va parler justement d'une société malouine que vous connaissez certainement, Charles Tarot, Algopac, avec Xavier Lemétayer, son responsable de production que nous recevons à l'instant. Bonjour Xavier Lemétayer, vous connaissez bien vous ces Ambres ? Non, pas vraiment. J'ai pas eu l'occasion de m'y rendre. En revanche, vous connaissez bien les algues. C'est un peu votre cœur de métier. Vous êtes le dirigeant de la société Algopac basée à Saint-Malo. La matière première des produits que vous concevez, c'est l'algue. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les innovations que vous commercialisez ? Alors nous, on travaille les algues brunes exclusivement. On a chez nous 2 gammes de produits. Une première gamme qui s'appelle l'Algoblend, qui est en fait un bioplastique. Donc c'est un mélange d'algues avec une matrice plastique conventionnelle, ce qui permet de réduire la teneur, je dirais, des plastiques dans ces produits-là. Donc on abaisse considérablement la part des produits non naturels, en l'occurrence. Donc ça, c'est la première gamme que l'on utilise, qui est dédiée à l'industrie de la plasturgie en général. Oui. Donc avec lesquelles on peut faire toutes sortes de pièces classiques à travers les pièces que l'on a. On a les gobelets, par exemple, mais on n'a pas que ça, puisque nous, ce sont les industriels qui vont mettre en forme les produits. Et on a une deuxième gamme. Autre innovation, autre gamme.
une deuxième gamme qui s'appelle l'Algopac, qui est un 100% végétal, dans lequel on a 98% d'algues et 2% d'additifs naturels végétaux également, qui là est un matériau différent, puisqu'en fait c'est un matériau qui est biodégradable et qui à terme, on l'espère, sera également biocompostable. Alors, quelles sont les contraintes de ce matériau? Parce que forcément, qui dit naturel dit dégradation plus rapide. Comment vous faites pour justement conserver? Alors, en ce qui concerne l'Algopac, le 100% végétal, effectivement, c'est un matériau qui est biodégradable. Sur ce plan-là, les contraintes que l'on a, elles sont plus au niveau de la matière première, puisqu'en fait, c'est un peu un matériau hybride. C'est-à-dire que sur sa partie amont, ça se comporte un peu comme une matière alimentaire. Donc, ça veut dire que c'est un matériau qui va se dégrader, puisque c'est une matière organique. Et donc, par rapport à ça, il faut être en capacité, je dirais, de la sélectionner et surtout de la stabiliser. Alors, à quels usages est destiné cet Algopac? Dites-nous tout. Alors, l'Algopac, pour l'instant, on fait différents objets. Dans les objets de la vie courante, je dirais, on a créé des coques de clés USB, puisqu'en fait, le module reste un module classique. Je dirais à ce niveau-là, qui sont destinés dans l'immédiat par rapport aux clients qui sont les nôtres sur des opérations de communication. C'est-à-dire les gens vont venir imprimer leur logo, je dirais, à ce niveau. Donc, D'accord. Alors, vos produits, évidemment, on l'imagine, ont fait l'objet de très longues années de recherche. Est-ce que vous déposez des brevets pour ce type d'innovation, bien entendu? Les deux gammes sont effectivement sous protection de brevets, puisqu'il y a un savoir-faire, je dirais, au niveau de la technologie qui est mise en œuvre. Et donc, c'est une façon de nous protéger, je dirais, dans les médias. C'est un marché très concurrentiel. Alors, nous, on se positionne non pas sur les matières plastiques, mais plutôt sur les biomatériaux. Donc, qui reste un marché sur lequel il y a déjà du monde. Par contre, le fait de travailler des biomatériaux à base d'algues, pour l'instant, on est les seuls sur le marché à pouvoir le faire. Alors, vous avez différents pourcentages d'insertion d'algues. Comment vous définissez justement quel pourcentage vous amenez, différents grades en fait Alors, il y a différents grades qui sont définis en fait en fonction des contraintes des cahiers des charges clients que l'on peut avoir sur des résistances mécaniques au niveau des objets ou la technicité des objets. Donc, et les algues peuvent avoir une résistance égale au plastique, réellement? Pour l'instant, oui, tout à fait, puisqu'on arrive à se substituer à des applications qui, pour l'instant, sont tenues par des matières plastiques. Alors, par exemple, est-ce qu'on fait des jouets pour les enfants dans des matériaux comme ceci? C'est possible. Alors, pourtant, il y a quand même des grosses contraintes et une charte très exigeante, forcément, pour des jouets. Alors, il y a les contraintes, effectivement, réglementaires, que ce soit pour les jouets ou pour le domaine alimentaire, par exemple, puisqu'on a aussi le contact alimentaire au niveau de notre matière, enfin, en l'occurrence, sur l'Algoblène. Donc, mais ça, c'est effectivement à travers, je dirais, les normes et le passage de ces normes avec des résultats positifs qui nous permettent effectivement de mettre nos produits sur le marché sans qu'il y ait de problème par rapport à ça. Alors revenons aux algues, on se pose quand même une question. Est-ce qu'il y a un risque d'épuisement de la ressource? Parce que bon, c'est pas... Alors, tout dépend du niveau sur lequel on va arriver en termes de volumétrie sur le marché. Après, il faut voir aussi qu'on a des possibilités, ça fait l'objet aussi de développement, puisque nous, on a des plans de développement produits donc, qui vont aussi dans ce sens, de travailler alors les algues locales, effectivement, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur les algues invasives. En l'occurrence, on a tout un programme de recherche qu'on a mis en place sur les algues sargasses, parce que ça pose d'autres soucis. Donc c'est aussi une façon pour nous d'essayer de relever le challenge à travers la possibilité d'aller chercher, je dirais, un produit qui pose un souci et d'amener une résolution à une problématique. Est-ce que vous avez une concurrence en Europe et dans le monde? Est-ce que vous sentez cette prise de conscience sur ce matériau je dirais que le marché est quand même relativement mûr dans la mesure où le premier levier à passer, c'était la faisabilité technologique, d'être en capacité de pouvoir fabriquer des produits, de pouvoir répondre sur des cahiers des charges et en équivalence sur des critères de résistance mécanique, en l'occurrence. Après, je dirais, ça reste ouvert et la demande est quand même assez forte à ce niveau-là. Alors, entre la demande et le passage à l'acte, ça peut être un peu différent parce qu'il y a quand même un des points qui est important, c'est la notion de prix par rapport au prix de cession de ces matières sur le marché. Vous exportez beaucoup? Alors, pour l'instant, nous, on travaille essentiellement au niveau national. On travaille aussi au niveau européen puisqu'on a des clients allemands ou autrichiens également. Donc, on voit quand même que ça commence effectivement à faire un petit peu écho, je dirais, en dehors de nos frontières. Quels sont vos projets pour l'avenir? Vous êtes une entreprise qui se développe extrêmement vite, créée en 2010, et déjà on voit la progression en 8 ans. Nos projets, c'est justement d'arriver dans ces plans de développement à pouvoir travailler d'autres types de matières que celles que l'on a aujourd'hui, puisqu'on a quand même une variabilité sur cette matière première qui peut être liée aussi à la saisonnalité, entre autres,
Ça peut être lié aux différentes sources d'approvisionnement en fonction des zones sur lesquelles les algues vont être collectées. Elles sont collectées où d'ailleurs ces algues? Alors, c'est une bonne question. Soit localement, en Bretagne. Bon, on a aussi, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, donc la possibilité de pouvoir travailler des coproduits, qui sont donc des produits issus de la transformation industrielle, que nous, on peut valoriser derrière, justement, dans la création, soit d'objets ou de la mise sous granules de nos produits. Merci beaucoup, Xavier Lemétayer, d'être venu nous présenter cette innovation. Vous connaissiez Charles Tarot, Algopac? J'en ai jamais entendu parler, en effet. Et c'est vrai que quand je vois les gobelets, c'est vrai que dans le spectacle qu'on m'a présenté, on est très sensible à tout ce qui est produits durables. Et en effet, on aime beaucoup. Et l'idée, c'était, on a du coup acheté, on va dire, des gobelets réutilisables qu'on récupère tous les ans, et des gobelets cœur en cœur. Et du coup, c'est chouette de voir ça. Et peut-être que du coup, vous passez un coup de téléphone pour l'année prochaine. Tout à fait. Vous fournissez pas mal de festivals, on imagine bien. C'est-à-dire qu'on imprime effectivement à façon et que dans la démarche, les gens se sont rendus compte en fait que avoir des gobelets qui sont à usage unique, ça générait beaucoup de déchets. Et que la possibilité de pouvoir avoir des gobelets en matériaux recyclables qu'on peut ensuite relaver et réutiliser, c'est quand même mieux que de créer des tonnes et des tonnes de déchets, même s'il y a un circuit aussi pour ça. Mais bon. Bien entendu. Alors, on va rester justement dans le domaine du recyclable, puisqu'on va retrouver tout de suite Sylvie Denis au Reux, dans l'entreprise Paprec Bretagne, dont c'est le cœur de métier, recycler les déchets. Comme vous le savez, nous produisons de plus en plus de déchets. Alors on cherche des solutions pour les gérer au mieux, ces déchets. Et parmi ces solutions, il y a le tri sélectif. Alors ce matin, oui, on est au Reux. On est à l'usine Paprec. C'est l'une des usines les plus modernes et les plus grandes de France. Elle a eu le budget de Rennes Métropole en 2016 pour gérer les déchets sélectifs de 420 000 habitants. Alors on est ce matin avec Sylvain Colléo, qui est le directeur de cette usine. Bonjour. Quand on parle d'une usine la plus moderne de France, on imagine un tout automatisé. Or là, on le voit sur ces lignes, il y a besoin de monde, il y a besoin de main-d'œuvre pour les gérer, ces déchets. Alors tout à fait. Aujourd'hui, on se trouve sur une chaîne de tri qui a une capacité de 60 000 tonnes. Ouais. Donc en effet, ce qui en fait la chaîne de tri aujourd'hui en termes de capacité la plus grosse de France, avec une productivité également la plus performante aujourd'hui de ce qui se fait sur le territoire. Mais en effet, on a toujours besoin de main-d'œuvre et du geste humain pour venir corriger les erreurs de tri des machines de tri optique et des machines de tri mécanique qu'on peut avoir dans l'usine. Voilà. Si on remonte en amont, on est d'accord, ce que l'on trouve ici sur ces lignes, c'est ce que l'on a mis dans les fameuses poubelles jaunes. Exactement. On est censé mettre quoi dans ces poubelles? Alors dans les poubelles jaunes, on est censé mettre uniquement des déchets recyclables. Donc à l'origine, uniquement des flacons, du carton, du papier. Ce qu'on retrouve un peu ici, finalement. Ouais, il y a du plastique, il y a de l'acier. Par contre, on retrouve également des erreurs de tri. On peut voir, il y a du textile qui n'a rien à faire aujourd'hui dans les poubelles jaunes. Et là, on a besoin justement de la main humaine pour corriger ces erreurs-là. Parce que, aussi moderne soit-il, ces capteurs n'ont pas été en mesure de repérer ces produits qui n'ont rien à faire là, finalement. Alors, la problématique, c'est qu'on est sur un produit très hétérogène. Donc on reste malgré tout sur du déchet. Et malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas une uniformité en fait, dans tous les emballages qu'on peut retrouver sur le marché. Et ça se retrouve forcément dans la mécanique du tri. Alors tout à coup, tout est calme. La ligne s'est arrêtée. Ça veut dire quelque chose? Alors là, on a un arrêt certainement, donc on a nos équipes de maintenance ou d'intervention qui sont en train d'intervenir sur un problème de process. Ça peut être quoi? Ça peut être un bourrage, ça peut être une panne moteur, ça peut être des choses... Souvent, on tourne globalement 90% du temps. Voilà. Aujourd'hui, ce tri sélectif concerne à peu près, je disais, les 420 000 habitants de Rennes Métropole. Tout à fait. Ce qui fait que l'on produit en matière de déchets sélectifs, quel tonnage? Alors, pour les habitants de Rennes Métropole, aujourd'hui, le tonnage est à peu près de 25 000 tonnes annuellement. Ouais. Sachant que, comme je vous disais, aujourd'hui, on a un tonnage, une capacité de traitement de 60 000 tonnes. Et aujourd'hui, contractuellement, parce qu'on n'a pas que Rennes Métropole en contrat, on traite l'équivalent de 40 000 tonnes sur une année. Voilà. Alors, tous ces déchets vont être recyclés, mais est-ce que tous les déchets sont recyclables? Alors, tous les déchets aujourd'hui ne sont pas recyclables en l'état. On a notamment tout ce qui est plastique complexe. On a certains plastiques en fait, qui sont une superposition de plusieurs feuilles de plastique. Et ça, malheureusement, en l'état aujourd'hui, on ne sait pas le recycler. Voilà. Alors, tout ça est géré comment? Par ordinateur, j'imagine? Je vois quelques écrans là. C'est ici que tout est géré? Alors, tout à fait. Ici, on se trouve dans le bureau de supervision. Ouais.
Donc le bureau de supervision, c'est un peu le cœur informatique de l'usine. Et c'est depuis ces ordinateurs en fait qu'on va piloter la chaîne de tri. On va pouvoir voir donc là le synoptique de la chaîne de tri. Et puis également s'il y a des arrêts, c'est là où on va retrouver les défauts qu'on va pouvoir avoir sur l'usine. D'accord, je vois un petit point rouge qui clignote. Est-ce que ce serait là que le problème a eu lieu ou c'est parce que Alors là, je pense qu'en effet, il y a eu un problème. Donc du coup, la chaîne redémarre. Et suite à l'intervention de nos agents de maintenance. Voilà. Comment ça se passe ensuite, une fois que ces déchets ont été gérés, en même temps par la machine, en même temps par les hommes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors ensuite, donc une fois que tous les déchets sont triés, on les conditionne en ballots, en balles. Puisqu'ici, en fait, on fait uniquement une prestation de tri. On n'est pas recycleur en soi, on fait vraiment du tri, on sépare les différents emballages. Et ensuite, à nous de faire une bonne qualité d'emballage pour les envoyer dans les filières de recyclage. Bon, et ben vous savez quoi, on va aller faire un petit tour dans ce hall pour voir ce que deviennent ces balles. Alors attention, Laurence, votre petit café du matin, le gobelet en plastique, on le met dans le... On peut la mettre dans la poubelle jaune. Dans la poubelle jaune, bien sûr. Merci beaucoup Sylvie. On vous retrouve tout à l'heure. Xavier Lemétayer, ça vous inspire quoi, cette chaîne justement de tri et de recyclage? Déjà le fait qu'au niveau, je dirais culturel, les gens ont quand même évolué sur ce plan-là, puisque je pense que c'était pas forcément gagné au départ quand ça s'est mis en place. Il y a une véritable prise de conscience, c'est certain. Donc ça c'est déjà le premier point qui est plutôt positif et validé, je dirais. Et puis ensuite, comme il est dit dans le reportage, il reste quand même certaines matières qui sont difficiles à recycler ou à traiter. Et ce qui nous laisse, nous, une position effectivement plutôt positive et intéressante pour l'avenir, dans la mesure où on a, en l'occurrence sur notre matière Algopac, la possibilité un peu de s'affranchir de ça, puisque l'Algopac tel qu'il est là, en étant biodégradable et à terme biocompostable, c'est un matériau qui n'a même pas besoin de passer par une unité de recyclage. Dans la bio, vous pouvez le laisser dans la nature. Et ça se transforme en amendement pour le sol. Donc c'est ça l'objectif à terme, je dirais, d'arriver à ça. Oui, donc c'est l'avenir. C'est l'avenir. Charles Tarot, vous êtes adepte du tri sélectif? Oui. Depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est bien de voir ces entreprises de recyclage, parce que vu les tonnes de déchets qui sont produits chaque année, c'est vrai qu'en attendant de voir comment on peut réduire les déchets, que les gens en fait se disciplinent à réduire leurs déchets, c'est vraiment bien que ce genre d'entreprise existe. Alors, on va parler solidarité tout de suite avec vous. Mais avant, on va faire un petit zoom sur le démarrage de la 33e campagne des Restos du Cœur. C'était en novembre dernier à Rennes. C'est un reportage d'Antonin Billet et de Bruno Van Wasseneuve. C'est le plus grand centre des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine. 2300 bénéficiaires y font leurs courses chaque semaine. Parmi eux, Jean-Marc, 58 ans, son budget pour vivre, 475 € par mois. Je viens suite à un accident de travail. Donc je me suis retrouvé au RSA, donc diminué un petit peu au niveau de ressources. Au niveau de travail, c'est pas un employeur qui va nous prendre à cet âge-là, malheureusement. 230 bénévoles travaillent ici du lundi au vendredi. Distribution des repas, aide à la recherche d'emploi, prêt de livres, séances cinéma. Il faut toujours plus de bras. Il nous manque environ 10-15 personnes pour la distribution alimentaire, par exemple. Des bénévoles au vestiaire, des bénévoles au pôle bébé. Car les besoins sont énormes. Lors de la campagne précédente, le nombre d'inscrits a bondi de 18% dans ce centre. Plus 18%, un chiffre impressionnant qui ne vous surprend pas, Charles Tarot, parce que vous connaissez très très bien cette association et pour cause. Racontez-nous cette belle histoire. Alors, avec les Restos du Cœur, c'est une histoire qui dure depuis 18 ans. Vous étiez étudiant? J'étais étudiant en BTS Action Commerciale au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo. Et il fallait monter une action commerciale dans le cadre des études. Et j'avais pas envie de monter un projet classique. J'avais envie de produire un spectacle, puisque étant musicien et ayant le goût pour la production d'événements, je me suis dit, faut gérer un budget, faut trouver des financements, allons-y. Évidemment, les Restos du Cœur, j'ai pas eu à réfléchir longtemps. Par rapport à ma personnalité, je suis dans le partage, j'aime bien aider les autres, et donc voilà, je suis comme ça. Et donc très rapidement, ça a été les Restos du Cœur. Et comme à l'époque, j'écoutais beaucoup les Enfoirés, etc. Naturellement, vous vous êtes tourné vers eux. Je me suis dit, essayons de faire un petit Enfoiré à Saint-Malo. Et ça a démarré, donc du coup, il y a 18 ans, j'avais donc 20 ans, et avec les musiciens que je connaissais, donc il y avait 4 musiciens sur scène et 10 chanteurs, dans le petit théâtre d'Intramuros qui s'appelle le théâtre Chateaubriand.
Et ça a démarré comme ça. Et le et théâtre, vous avez fait complet dès la première édition. Dès la première édition, on s'est dit, les gens sont réceptifs à cet événement au profit des Restos du Cœur. Alors c'est assez rare un tel engagement sur la durée. Vous étiez très jeune, vous auriez pu lâcher l'affaire bien avant. Est-ce que ce sont les mêmes personnes depuis le début ? C'est les mêmes personnes depuis le début. Le noyau de départ est toujours là. Et autour de ce noyau, se sont greffés d'autres musiciens, d'autres chanteurs. Et puis, il faut savoir que ce genre de production, en tout cas aujourd'hui, au bout de 18 ans, c'est un vrai spectacle pro. C'est-à-dire que ça implique, pour avoir ce rendu qu'on peut voir sur les images, ça implique une équipe technique derrière, aussi bien du son, de la lumière, des costumes, de la mise en scène, de la déco, et puis le catering, etc. C'est-à-dire que je fais en sorte que les gens soient bien, parce qu'ils donnent de leur temps. Ça peut être une semaine, un jour, il y en a qui prennent des congés semaines. Spécialement pour cet Il y en a qui prennent événement. des congés. Là, cette semaine, il y en a qui ont pris des congés parce que ils ont envie de donner leur temps. Et ce temps qu'ils donnent, j'ai envie aussi de les remercier. Voilà, il faut qu'ils soient bien dans le spectacle. Donc du coup, pour moi, c'est la moindre des choses. Vous êtes 70 personnes aujourd'hui 70, pour l'organisation de cet événement annuel, parce que ça se passera ce week-end. Ouais. Et en fait, il y a une vingtaine d'artistes, 17 musiciens, même plus, parce qu'il y a 17 musiciens, 10 chanteurs, donc il y a 27 artistes sur scène. Il faut savoir que ce n'est pas plusieurs concerts dans la soirée, c'est un concert entier, comme les Enfoirés, avec donc les 17 musiciens qui sont sur scène toute la soirée, avec les chanteurs qui se relaient par duo, trio, sur les plus grands succès populaires de la chanson française et internationale des années 80 aujourd'hui. Et il y en a pour tous les âges. Il y en a pour tous les on âges. va regarder, plutôt que d'en parler, rien de nouveau, quelques images. C'était en janvier 2016. Living it up in a city, got sun to wheels and sail around. Gonna kiss myself, I'm so pretty. Too hot, hot damn. Birds and fireman. Too hot, hot damn. Dragon down around a ratchet man. Too hot, hot damn. Shit, I never know who I am. Too hot, hot damn. Bump it down, bring it down. Girl, sing to hallelujah. Girl, sing to hallelujah. Girl, sing to hallelujah. Cause Uptown Fun can give it to you. Eh ben dites donc, ça déménage. Alors la nouvelle édition du spectacle en chœur, ce sera au théâtre de Saint-Malo ce week-end. Ça commence dès ce soir, 20h30, c'est ça ? Samedi soir, 20h30, dimanche, 15h. Et tous les bénéfices iront au Resto du Cœur. Vous avez versé combien depuis le début au resto ? Depuis le début, on a reversé plus de 140 000 euros. Pas rien, hein ? C'est pas rien, on est très fiers de ça. Et à chaque édition, on reverse en moyenne 10 000 euros. Ça représente combien, si on veut donner un titre d'exemple, les restos sur Saint-Malo, ils versent combien de repas Alors en moyenne, hiver chaque campagne d'hiver, les Restos du Cœur de Saint-Malo ils distribuent 40 000 repas en moyenne. Donc nous, avec Cœur en Cœur, avec les 10 000 euros qu'on reverse, on contribue à un quart des repas distribués. Comme 1 euro égale un repas, on contribue à un quart. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on essaye de tenir et voire d'augmenter. Ça augmente d'année en année, donc un jour, si on arrive à pouvoir contribuer à la moitié, ce serait super. Mais déjà un quart, voilà, c'est formidable. Qu'est-ce qui vous motive ?
aujourd'hui, réellement? Alors, qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? C'est ce qu'on dit toujours, c'est cet engouement, cette aventure humaine qui chaque année, on se rassemble pour les Restos du Cœur chaque année et il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas se rendre compte forcément comme ça, mais quand on se retrouve sur scène, il se passe quelque chose et on est là pour les Restos du Cœur et voilà, ça dure 3 jours. Et on sait qu'à la fin, on donne tout. Et c'est vrai que l'idée aussi, c'est qu'il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on essaye, le tarif du spectacle n'est pas excessif. L'idée aussi, c'est de pouvoir donner un accès à la culture pour tous. C'est-à-dire que le spectacle ne coûte pas 40 €, c'est 18 € et 15 €. Et pour voir un concert comme celui-ci, c'est pas cher du tout. Et l'idée, c'est pour des familles qui ont un peu moins d'argent aussi, puissent aussi venir, et venir à 4 ou 5, et profiter aussi de ce spectacle-là, quoi. Donc il y a vraiment 2 choses. Il y a les bénéfices reversés au Restos du Cœur, et puis il y a aussi l'accès à la culture pour tous. Merci Charles Tarot. Vous irez ce week-end? C'est ce que j'expliquais, M. Tarot, c'est que moi, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, vous emmenez votre fils et puis voilà, terminé. Il y a encore un peu de place. Et comme j'ai un repas aussi à l'extérieur ce week-end, c'est un peu compliqué. Allez. Je prends acte éventuellement pour l'année prochaine. Avec ça plaisir. se renouvelle chaque année. Donc. On va rester dans le domaine du don, mais cette fois-ci en breton, puisqu'on va accueillir l'ami Maël Le Guenec de ce pas. Bonjour Maël. Bonjour. Alors, le don en c'est- breton. Alors déjà, comment dit-on donner en breton? Quelqu'un a une petite idée? Non? Essayez même pas. Rei. Rei, ça c'est le nom du verbe donner. Alors un don se dit roat. Donc on va trouver rei, roat, on est à peu près dans la même racine, ça tombe bien. Partager en breton se dit rennant, qui peut aussi être la traduction de diviser. Donc rennant, c'est partager. D'asparzant, ça peut marcher aussi, mais c'est un peu plus technique comme terme. Alors évidemment, pour pouvoir donner, il faut être généreux. Alors comment se dit générosité en breton? Brocustet. Donc ça, c'est la générosité. Et être généreux, c'est brocus. Quelqu'un de généreux, undin, brocus, peorvaoues, pour dire une femme généreuse. Alors évidemment, on donne de la nourriture, qui se dit bouet en breton. Ça, c'est important. Bouet, alors des vêtements aussi, diliat. Mais la nourriture, c'est quand même l'essentiel des Restos du Cœur. Alors, comment dit-on aider, justement? Alors, l'aide, c'est chicour. Mais Chicour. Ouais, chicour, sicour. Après, ça dépend d'où on est exactement en Bretagne. On a plusieurs façons de prononcer, chicour. Mais aider, c'est rei chicour, donner de l'aide. C'est pas le verbe. Ouais. Voilà, c'est rei chicour. Donner de l'aide. Et puis pour terminer, évidemment, le mot qui compte, pauvreté, se dit en breton paurentes. Il y a aussi dienes, qui est plus le désœuvrement, mais paurentes, c'est vraiment la traduction littérale de pauvreté. Est-ce qu'il y a des expressions? Eh ben, Maël, du coup, parce oui, qu'on est puisqu'on toujours le très sait fan bien, des expressions. le peuple En breton Bretagne. n'a jamais été, en tout cas pour sa grande majorité, un peuple très riche. Donc nous avons beaucoup d'expressions sur la pauvreté en breton. Alors déjà, on dit quelqu'un qui est très pauvre, c'est pauvre ras, pauvre comme un rat. Et pour reprendre des références bibliques, pauvre Job, donc pauvre comme Job, sur son tas de fumier. Ouais. Alors après, des expressions un peu plus travaillées. Rede rannant faug en une benag et vide en out ervad. Qui veut dire, il faut partager les fèves avec quelqu'un pour le bien connaître, pour être précis. Rede rannant faug en une benag, Jolie faug, expression, qui veut dire ça. fèves ou haricots. Il faut retenir, hein, Charles, parce que ce soir, vous en sortez une sur scène. Il y a un terreau après. Je vais prendre la petite fiche. C'est ça, je vais vous la laisser. Rei dar paur à l'uson alies, ne ziveras bisquas en danves. Qui veut dire, donner aux pauvres, aumône, souvent, n'a jamais diminué la richesse. C'est une belle expression. Ouais. Rei dar paur à l'uson alies, ne ziveras bisquas en danves. Plus petit, plus efficace, roéric qu'avéric, qui veut dire petit donneur, petit receveur. Ah bah voilà, qui donne peu, reçoit peu. Une forcément. petite dernière. Ouais, allez. Gwell et beza paur et get starget gant ur jarden aur. En plus, ça rime. Qui veut dire, il vaut mieux être pauvre et libre qu'attaché avec une chaîne d'or. Merci Maël pour ces magnifiques On a expressions. plein d'autres, mais là, Ouais. ça fait déjà pas mal pour se rappeler. Vous retenez laquelle pour ce Un soir, terreau à Charles la fin. Laquelle vous prenez? Allez sur scène. Petit défi, ce soir, vous en sortez une sur scène. Gwell et beza paur et get starget gant ur jarden aur. Je pense que c'est la plus belle. Il vaut mieux être pauvre qu'attaché avec une chaîne d'or. Ouais. Il vaut mieux ça. être pauvre qu'attaché avec une chaîne d'or. Eh bien, écoutez, on la retient celle-ci. Je vous propose de découvrir la cabane à dons. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui.
Ah, il y en a un qui sait, Charles pas, ne sait non. pas, Xavier non plus. Eh bien, ça tombe bien. Alors, on va vous parler de ce petit geste solidaire au quotidien. C'est le principe de cette cabane à dons. Chacun peut y déposer l'objet ou la paire de chaussures qui ne sert à rien ou bien y récupérer ce qui lui manque. L'initiative solidaire est aussi anti-gaspillage et elle séduit les habitants de la commune de Mordel, près de Rennes. C'est un reportage de Catherine Jonot et Jean-Michel Piron. Bonjour. Bonjour. Cherchez des livres, vous aussi? Moi, j'en apporte. Sur les plantes. Ah, mais c'est génial. Parce que Vous venez souvent à la cabane? Oh, souvent, je passe. Comme j'habite derrière, je passe souvent. Je dépose un truc. Je repasse le lendemain et le truc est déjà parti. Des livres, mais aussi de la vaisselle, des chaussures, des vêtements. Cette cabane à dons, c'est une petite caverne d'Ali Baba pour trouver l'objet manquant du quotidien qui, gratuit, retrouve une seconde vie. Construite par des bénévoles, peinte par des jeunes, la cabane ne désemplit pas grâce au dépôt. Ça ne me tire pas. C'est pas la peine que je garde. Hein. C'est cher. Quand on a une petite retraite, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup d'achats de ce genre. Ça me paraît... Comment tu trouves ça? C'est un peu... c'est abîmé, ça. on les laisse quand même. Donner ou recevoir, mais pas n'importe quoi. À tour de rôle, les gens de la cabane trient et mettent en valeur leur petit local. Le lieu doit rester attrayant. Après quelques mois de fonctionnement, le succès est au rendez-vous. Beaucoup font le détour pour jeter un œil. Il y a peut-être une demande d'avoir un lieu pérenne où on puisse déposer et récupérer des objets qu'on n'attend pas simplement une braderie ou un événement particulier pour faire le vide chez soi. Autrefois, la déchetterie, c'était à l'air libre. C'était pas comme maintenant où c'est conditionné dans des conteneurs. Là, on déposait et c'est vrai qu'il y avait un lieu d'échange. Et là, ça permet de continuer un peu ce lieu d'échange qui n'existe plus puisque maintenant, c'est mis dans des conteneurs en contrebas où on n'a plus le droit d'aller récupérer ce qu'on veut récupérer, quoi. Éviter le gaspillage, échanger sans argent, économiser pour les petits budgets. Rien que du bon sens et une solidarité positive avec pour mot d'ordre donner. C'est du bon sens, finalement, Charles Tarot, une initiative comme celle-ci? Moi, ce que j'allais dire, c'est une super initiative. Au lieu de jeter à la poubelle, tiens, je vais jeter ça, ça sert pour d'autres personnes, tout simplement. Voilà, bien. Des idées à prendre, encore une fois. Hein. Ouais. On va retrouver tout de suite Sylvie Denis dans l'usine Paprec, Bretagne, au Reux. Sylvie, dites-nous tout. Vous êtes où, là? Oui. Absolument. Eh bien, écoutez, on est complètement raccord, Laurence, puisque parfois on n'a pas le choix. Hein, les poubelles, il faut mettre des trucs à la poubelle. Si on peut faire du tri sélectif à la maison et mettre dans les bacs jaunes, c'est encore mieux. Et on est effectivement ici à l'usine Paprec au Reux qui gère les déchets sélectés des habitants de Rennes Métropole. Je vous le rappelle, c'est à peu près 420 000 habitants. On est toujours avec Sylvain Coléo qui est le directeur de l'usine. On a changé d'endroit. Tout à l'heure, on était sur la chaîne de tri. On a vu qu'effectivement, l'humain est indispensable, tout n'est pas mécanisé. Ces déchets qui ont été préalablement triés arrivent ensuite par balle. Et là, on est devant un... Alors, vous appelez ça, vous des paquets d'acier. Un paquet d'acier. En fait, et on peut voir que, effectivement, on est en Bretagne. Regardez, là, ça vient de Quiberon. Hein, là, encore du thon. Tout est trié selon des catégories. Et là, c'est le métal. Hein. Tout à fait. En fait, une fois que les produits sont triés, ils sont conditionnés avant d'être expédiés vers des filières de recyclage. Puisqu'ici, encore une fois, on fait vraiment une prestation de tri. On n'est pas recycleur à proprement parler. On fait une prestation de tri des emballages ménagers des habitants de Rennes Métropole et d'autres collectivités. C'est assez étonnant parce qu'à l'œil nu, on arrive à voir effectivement que tout est trié. On voit qu'ici, c'est du métal. On voit que là, c'est plutôt du cartonnage. Alors, en effet, là, on est sur la partie fibreuse. Donc là, on est sur du carton, en effet. Ouais, et là, c'est du papier. Venez voir le papier. Donc là, on est sur du papier blanc. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une belle qualité de papier. Et après, dans l'alvéole à côté, on a du papier. C'est des journaux magazines. Voilà. Et regardez donc, les premières partitions de bacs. Elles sont là, elles sont gérées par Paprec. Plus sérieusement, il existe combien de catégories en fait? Vous en gérez combien des types de produits différents? Alors, on gère à peu près une quinzaine de types de produits différents. Donc, on a différents plastiques. Donc, on a du papier, du métal, de l'aluminium. Voilà. Mais après, en catégorie de plastique, on a différents. Donc, c'est un peu technique. C'est du polyéthylène clair, du polyéthylène foncé, du PEHD, du polyéthylène haute densité. Et nous, en fait, on a des machines de tri optique qui sont capables de séparer toutes ces résines de plastique. Voilà. Si on résume, nous on fait déjà un premier tri à la maison en mettant effectivement ce qui est recyclable dans ces fameuses poubelles jaunes.
Et vous prenez le relais, mais qui prend ensuite votre relais? Alors ensuite, nous, une fois que tout est trié en ballot, on envoie donc tous ces produits-là donc, dans des filières de recyclage. Ouais. Donc pour le carton, ça va chez un cartonnier donc pour refaire de l'emballage en carton. Pour le papier, ça va chez un papetier pour refaire de la bobine de papier qui va servir à faire des journaux, à refaire des magazines. Et pour le plastique, c'est un peu plus technique. On est capable de refaire de la bouteille avec certains types de bouteilles et d'autres non. Et dans ce cas-là, on fait des applications. On peut faire des arrosoirs, on peut faire des... Valoriser le produit. Exactement. En tout cas, ça part tout le temps en valorisation matière. Alors, est-ce qu'il y a des produits qui sont absolument pas recyclables, dont vous avez la gestion malheureuse, parce que ça a été mis dans le mauvais bac? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des refus de tri. C'est vrai que les refus de tri, c'est les erreurs en fait, de gestes de tri des habitants qui peuvent mettre du textile. Alors le textile, nous aujourd'hui, dans notre usine, on n'est pas adapté pour le trier. Le textile est recyclable, mais pour ça, il faut le trier bien à part et le mettre dans les bornes adaptées. On a également des erreurs un peu plus flagrantes. On peut avoir des couches, on peut avoir des objets un peu qui n'ont rien à voir avec de la collecte sélective. Et malheureusement, ces objets-là, nous, on doit les retirer. Et ensuite, ça part en valorisation énergétique quand même. Voilà, on les incinère. Bon, alors on garde en tête, on essaye de faire déjà ce premier tri à la maison. Moi, je vais faire un petit tri aussi. Je vais laisser Sylvain de côté et on va aller retrouver Martine Delaunay. L'intérêt aussi de l'usine Paprec, au-delà du fait qu'elle trie nos déchets, c'est qu'elle a choisi aussi d'ouvrir ses portes au public en proposant des visites pédagogiques. Martine Delaunay s'organise pour justement accueillir le public, quel qu'il soit. Ça peut être en même temps des collectivités, et puis ça peut être des gens comme vous et moi qui avons envie de comprendre. Voilà, alors effectivement là le centre de tri est ouvert à tout public dont on traite les déchets. Donc l'année dernière on a accueilli près de 5000 personnes, que ce soit des scolaires, mais de CE1, enfin des primaires, collèges, lycées, étudiants. Des entreprises, des associations et effectivement des visites qu'on appelle nous en individuel où les particuliers peuvent s'inscrire. L'année dernière, vous avez accueilli 4000 personnes. Est-ce qu'il y a un profil qui les rassemble, ces visiteurs? Ce sont des gens qui sont sensibles plutôt à notre environnement? Alors, toute visite est différente, les demandes sont différentes. Ça peut être pour voir le fonctionnement d'un centre de tri. Ça permet aussi de sensibiliser effectivement sur l'environnement, d'améliorer les gestes du quotidien. Les déchets, ça n'épargne personne. On a tous des déchets. Donc oui, ça permet de répondre à toutes les attentes. Alors évidemment, on imagine que vous n'ouvrez pas les portes de toute l'usine. Rappelez-nous la superficie de l'endroit. Alors là, le centre de tri lui fait 12 000 mètres carrés. Et on a une coursive pédagogique sur l'autre partie d'un autre bâtiment de 700 mètres carrés. Donc on fait une partie coursive et puis on a cette passerelle pédagogique dans une partie de l'usine pour voir les collègues. Parce qu'on a des personnes qui, derrière nos déchets, les collègues travailler. On voit également les apports des camions on va laisser et la presse. On va laisser un peu de surprise. Juste quelques secondes pour nous donner le numéro de téléphone, le numéro vert, si on a envie de s'inscrire. Alors, le numéro vert, c'est le 0800 22 24 88. Super, merci Martine. Merci et n'oubliez pas, dans la poubelle jaune, les papiers, les cartons, les plastiques. Et on continue. À la semaine prochaine, Laurence. Merci Sylvie, on a tout retenu. À la semaine prochaine. Nous allons maintenant évoquer le musée de Pont-Aven. C'est le choix du ticket culturel de Sabine Marie-Murgue aujourd'hui. Bonjour Sabine, bonjour Estelle, bienvenue. Eh bien Estelle va nous présenter justement une exposition très généreuse. Bonjour Estelle, vous êtes conservatrice en chef du musée de Pont-Aven et vous ouvrez à nouveau les portes le 2 février pour une nouvelle exposition. Racontez-nous. Alors nous avons la grande chance de pouvoir recevoir une partie de la collection privée d'Alexandre Mouradian, qui est un grand collectionneur désormais, quand bien même il est encore relativement jeune. Et il prête le temps de toute une année, en fait, 22 œuvres exceptionnelles de l'école de Pont-Aven. Cette exposition est à l'origine d'un livre. Oui, que j'ai apporté d'ailleurs, donc qui s'intitule « L'école de Pont-Aven, berceau de la modernité ». Il est préfacé par Jean-Marie Rouard. Et donc, il présente les 22 œuvres qui figurent dans notre exposition temporaire, chaque fois avec des commentaires détaillés. Qui est Alexandre Mouradian? C'est un mécène, c'est ça? C'est un collectionneur, mais c'est étonnant qu'un jeune collectionneur s'intéresse à ce mouvement.
Quel âge a-t-il? Parce qu'on dit jeune. Alors, il a 47 ans. Ah oui, il est jeune. Il est jeune, non? oui, c'est jeune. oui. Et donc, il a mené une carrière fulgurante dans les affaires. Mais sa vraie passion, en fait, c'est la culture. Donc, il est à la fois président de la Fondation Spinoza pour les sciences humaines, mais aussi collectionneur. Et en fait, il est vraiment tombé amoureux de la peinture d'Émile Bernard, qui est vraiment son artiste préféré dans le mouvement École de Pont-Aven. Et c'est comme ça qu'il a donc fait cette collection au fur et à mesure, Petit acquis à des petit. œuvres. Voilà, au fil des opportunités, on va dire, sur le marché de l'art, il fait grossir sa collection, mais il ne la garde pas pour lui. Il la rend publique à travers le choix de les présenter, ses œuvres, au musée de Pont-Aven. Alors, comment sont-elles présentées, ces œuvres, et en quoi cette exposition est-elle si inédite? Alors, la démarche est particulière en ce sens qu'on ne va pas investir les salles d'exposition temporaires de notre musée, mais véritablement ce qu'on appelle le parcours permanent, qui porte bien mal son nom, puisque permanent, en fait, n'est pas très intéressant pour nous, et au contraire, on cherche à faire vivre la collection. Donc, ces œuvres viennent s'insérer et prendre place parmi les nôtres, pour provoquer en fait un effet miroir et, si je puis dire, compléter les manques. Donc plus de toiles d'Émile Bernard seront à voir, de Meyer de Hahn, de Paul Sérusier, Maurice Denis, tous ceux qui ont fait la notoriété de l'école de Pont-Aven. Et c'est donc un grand retour aux sources pour ces œuvres, parce que ce sont des œuvres qui n'étaient jamais sorties des collections privées. Alors quasiment pas, effectivement. Nous, on avait la chance de pouvoir bénéficier d'un dépôt de sa collection depuis 10 ans. Ça a commencé avec ce tableau d'Émile Bernard, mais les autres n'ont été prêtés qu'occasionnellement, voire pas du tout. Donc, de fait, ce sera une découverte pour le public. Je crois que ce tableau, c'est ce premier tableau, d'ailleurs, qui a marqué, qui a été le point de départ de sa collection. Complètement. Donc, qui en fait, cette femme, c'est le portrait de Madame Schuffenecker, oui. par Émile Bernard. Oui. Donc, une femme très moderne en son temps, esthète aussi. Et en fait, on voit là que Émile Bernard est à la croisée des chemins de l'impressionnisme et du synthétisme de l'école de Pont-Aven. Et en fait, avec Alexandre Mouradian, nous nous sommes connus autour de ce tableau. Et c'est un petit peu comme ça qu'est né le projet d'en montrer d'autres dans nos collections. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur de tableaux? Alors, qu'est-ce qu'on peut Alors, parmi mes coups de cœur, Oui. je tiens à parler particulièrement d'un autre tableau d'Émile Bernard, en fait, qui s'intitule « La femme au kimono », qui est une œuvre en fait que l'on voit à l'écran très typique de l'époque, très marquée aussi par le japonisme. Et d'ailleurs, elle porte un kimono qui est très à la mode en cette fin de siècle, en cette fin de 19e. Et là, on voit tout à fait l'esprit de l'école de Pont-Aven, à la fois par le choix de traiter la couleur en grands aplats et aussi par le fait de simplifier pour finalement tendre uniquement à la suggestion. Ce tableau, c'est l'art de suggérer, beaucoup plus que l'art de tout montrer. Et ça rend peut-être plus visibles les choses. Et alors, j'ai aussi un autre coup de cœur, un tableau d'Armand Seguin, inspiré d'une œuvre de Baudelaire, Les paradis artificiels, parce que nos peintres sont aussi très lettrés, et Seguin en particulier, il écrit lui-même. Et là, on voit en fait le poète Verlaine, qui est un petit peu sous l'emprise des drogues et des hallucinations. Et l'inspiration semble fuser en fait à travers ces silhouettes féminines qui jaillissent des flammes et une atmosphère un petit peu particulière avec la figure du monstre souriant et que l'on pense directement inspiré là encore de l'illustration japonaise. Alors petite anecdote en bas à gauche, on pense pouvoir reconnaître à travers le musicien les traits de Paul Gauguin. Mais nous n'en sommes qu'au stade de l'hypothèse. Donc c'est une étude. Alors, il y a un tableau qui m'intriguait, c'est le tableau d'Éric Forbes Robertson, parce que ce sont des peintres donc, européens qui étaient à Pont-Aven, et ça s'appelle Jeunes Bretons et Bretonnes, mais c'est assez étonnant, cette facture. Oui, alors vous avez déjà raison de souligner la dimension internationale des peintres présents à Pont-Aven, et Forbes Robertson était un Anglais. Et comme d'autres, il va être touché en fait parfois par la misère bretonne qui est là malheureusement. Et donc le propos du peintre n'est pas d'enjoliver en fait ce qu'il voit, mais vraiment de témoigner. Donc on voit ces enfants dans leurs vêtements du quotidien, avec ce détail autour du capot, la coiffe de travail de la fillette ou le gilet à boutons de cuivre du garçonnet. Et en fait, c'est vrai que la facture est un petit peu particulière puisqu'on voit ces grands traits, notamment à l'arrière-plan, qu'on appelle la facture divisionniste dans notre jargon, et en fait qui n'est pas sans rappeler aussi les choix de Vincent van Gogh, dont ces artistes sont en mouvement, sont perméables aux influences des uns et des autres. Et donc là, on est un petit peu à la croisée des chemins du synthétisme et du divisionnisme, ou plus simplement de Gauguin et de Van Gogh.
C'était vraiment un laboratoire, hein, Pont-Aven, c'était étonnant, et qui attirait donc de très nombreux artistes. Oui, c'est ce qui a fait sa notoriété, c'était vraiment un atelier à ciel ouvert, mais aussi un atelier parce que les aubergistes proposaient des ateliers pour les peintres où ils pouvaient travailler lorsque le temps était maussade, par exemple. Et vraiment, Pont-Aven a nourri l'art moderne pendant toute la fin du 19e siècle et encore au début du 20e siècle. C'est ce qu'on montre à travers l'exposition et par exemple les œuvres de O'Connor comme ici ou bien encore de Jourdan. Cette même facture, donc toujours la base du synthétisme, hein, c'est ça, avec les traits noirs, cernés de traits noirs. Voilà, là, pour c'est simplifier. Et puis donc les grands aplats de couleurs. Quelques-uns, comme celui qu'on vient de voir, Moret, sont revenus à une touche impressionniste ponctuellement. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité en art. Alors, j'ai appris aussi qu'il paraît que les aubergistes faisaient pas mal d'ardoises aux peintres. Donc, ça attirait aussi pas mal les artistes qui n'avaient pas trop non plus d'argent. En leur temps, elles pouvaient être mécènes. C'est vrai qu'elles faisaient des mécènes. Ces facilités de paiement. Et parfois aussi, elles montraient les œuvres sur les murs des pensions. Donc, ça faisait connaître les artistes, en fait. Donc nous pouvons voir ces tableaux pendant 1 an, à partir du 2 février. Voilà, jusqu'au 6 janvier 2019. Vous réservez d'autres temps forts ? Alors, parmi les prochains temps forts, il y aura la Nuit des musées, le 3e samedi de mai, où le musée est ouvert en ambiance nocturne jusqu'à minuit. Et c'est aussi l'occasion d'entrer gracieusement dans nos salles. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. C'est super. Donc, merci Estelle, merci Sabine. Et puis il y a peut-être un petit site internet pour le avoir site plus internet, tout attaché, musée.aven.fr. C'est ça, .com. Voilà, on a toutes les informations pratiques, visites, impeccable. commentées, etc. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission et de cette semaine. Moi, je tenais à remercier Magali Douarche, Vanessa Boulares et Isabelle Doxé, ainsi que toute la régie pour le travail effectué tout au long de ces journées. Voilà, écoutez, nous, on aura le grand plaisir de se retrouver lundi. Notre invité d'honneur, ce sera l'entrepreneur Yann Bucaille. On va rester dans le domaine de la solidarité, Charles Tarot, puisqu'il est le fondateur du Café Joyeux à Rennes, un projet solidaire et qui viendra évoquer à nos côtés. Quant à vous, vous retrouvez vos éditions régionales tout à l'heure. Situation tendue entre agriculteurs et grande distribution dans un contexte de négociation commerciale. De nouvelles actions de producteurs ont été menées cette nuit. Nous ferons le point également dans vos JT sur le mouvement des surveillants pénitentiaires. Et puis nous verrons aussi que les produits de la pêche bretonne, dont l'emblématique coquille Saint-Jacques, sont à la fête à Montmartre, à Paris, ce week-end. Voilà, merci Charles Tarot, merci Xavier Lemétayer, merci à tous de nous avoir accompagnés. Prenez soin de vous, à lundi, 9h50.